Bonjour à tous. Désolé pour les 2-3 minutes de retard, un petit souci de connexion de dernière minute. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau séminaire ANRS-CNS donc sur les nouvelles recommandations du VIH. Donc, André Cabier, qui a piloté le groupe de travail sur le traitement antirétroviral de l'adulte, va faire une présentation des points clés des recommandations et sur le même principe que les webinaires précédents. Des questions peuvent être posées dans le chat et on prend une deuxième partie de l'heure pour répondre aux questions que vous aurez posées au fil de l'eau dans le chat. Allez, André, merci beaucoup. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui pour qu'on puisse vous présenter donc, les principales recommandations concernant le traitement antirétroviral de l'adulte. Alors, je vais passer les premières diapositives que vous avez déjà vues dans les webinaires précédents. Donc, effectivement, ce chapitre sur les recommandations thérapeutique s'inclut dans l'ensemble des autres chapitres présentés par ces recommandations. Et en fait, il y a un certain nombre de points qui sont articulés et qui ont été coordonnés avec d'autres chapitres, que ce soit pour la grossesse, que ce soit pour les complications infectieuses ou pour le suivi des personnes. Alors, vous avez là à l'écran la liste du groupe qui a travaillé sur ces recommandations. Vous voyez que dans ce groupe, on a infectiologue, interniste, virologue, pharmacologue, représentant associatif, et on a une bonne représentativité aussi territoriale avec Paris, la province et Outre-mer. Alors, l'organisation générale de ce chapitre est la suivante. Donc, bien sûr, sur cette présentation ce matin, on ne va pas tout présenter. Il y a 3 volets, un qui concerne l'initiation du traitement antirétroviral, un autre qui concerne l'adaptation en succès et un autre l'adaptation en échec. En annexe de l'argumentaire du premier volet initiation, il y a tout un chapitre concernant les considérations pharmacologiques pour le traitement antirétroviral, donc qui a été positionné à cet endroit-là, mais qui finalement concerne le traitement antirétroviral à différents moments. Et puis, il y a un certain nombre de grands tableaux que, bien sûr, je n'aurai ni le temps ni la place de vous présenter ici, mais qui sont des repères intéressants, que ce soit donc le bilan initial avant de commencer un traitement, et donc ça, c'est le même tableau que celui qui est dans le groupe parcours, des éléments qui concernent le choix du traitement antirétroviral selon la situation clinique, virologique, comorbidité, etc. Les caractéristiques des principaux antirétroviraux, donc ce tableau est situé dans le chapitre initiation, mais il va concerner l'ensemble des chapitres, avec notamment les effets indésirables, des propositions de changement de traitement lorsque survient un effet indésirable, et puis le prix des principaux antirétroviraux et des combinaisons d'antirétroviraux. Donc ces tableaux, je n'en parlerai plus, j'y ferai un tout petit peu allusion, mais donc ce sont des éléments importants de ces recommandations. Donc on va passer directement au premier volet, donc, qui est l'initiation. Alors, comme pour toutes les recommandations, le plan a été le même. On a défini des questions au sein du groupe, et donc là vous voyez les différentes questions affichées. Ce sont des questions finalement assez classiques dans ces recommandations. Alors, en termes de méthode, on n'est pas parti de zéro pour faire ces recommandations. On est parti des dernières recommandations, alors qui dataient un petit peu, mais quand même, on est vraiment parti de ce qui avait été écrit par le groupe d'experts il y a quelques années. Et puis, l'autre base de départ, c'était les recommandations internationales actuelles, américaines, européennes, australiennes. Enfin voilà, on a épluché toutes les recommandations et c'est vraiment de là qu'on est parti. Et on a du coup essayé, alors pas de faire un copier-coller de ces recommandations, mais essayer d'apporter plutôt des éléments, alors soit quelques éléments un peu spécifiques à nos recommandations françaises, soit des éléments peut-être plus pratiques ou préciser des choses qu'on trouvait imprécis dans ces recommandations. Alors, en ce qui concerne les objectifs du traitement antirétroviral, les choses ont été précisées. Finalement, dans le groupe, on a mis pas mal de temps pour essayer de bien définir ces objectifs. On est parti donc du constat, et ça maintenant, toutes les preuves sont là, que le traitement antirétroviral permet de bloquer la réplication du VIH, ce qui permet une réduction de la morbidité et de la mortalité associée à cette infection, et ça permet la prévention de la transmission.
Les objectifs, on les décrit comme étant avant tout cliniques: éviter les complications liées à l'infection par le VIH, éviter la progression vers le sida et le décès, prévenir la transmission du VIH, améliorer ou préserver la qualité de vie liée à la santé. Et donc, pour obtenir ces objectifs, on a des moyens, et donc ces moyens pour les atteindre, c'est restaurer et préserver les défenses immunitaires, et c'est d'obtenir rapidement et de maintenir durablement le contrôle de la réplication virale. Et ça, on sait que ça permet justement la restauration immunitaire, la prévention de la transmission, la réduction du risque de sélection de virus résistants et la réduction de l'inflammation et de l'activation immunitaire. Donc voilà, là, il n'y a pas de grande nouveauté, mais on a bien reprécisé, les choses sont claires et vraiment très solides en termes de niveau de preuve. Alors là où les choses sont un peu moins nettes dans les recommandations et dans la littérature, c'est finalement le délai dans lequel on doit débuter un traitement antirétroviral. Alors, si on prend l'exemple de base d'une personne qui a une infection chronique et asymptomatique, il est recommandé partout qu'on doit démarrer rapidement ou le plus rapidement possible. On a voulu essayer d'être un petit peu plus précis et donc de proposer que la règle générale soit de démarrer le traitement dans les meilleurs délais et au mieux dans les 14 jours qui suivent l'annonce du diagnostic de l'infection. Donc ça, c'est la situation générale, c'est ce que vous voyez sur l'écran au centre. Donc on prend le temps de faire un premier bilan clinico-biologique, principalement pour éliminer un déficit immunitaire ou une infection opportuniste qui pourrait nécessiter de différer un peu le traitement. Ça permet d'échanger avec la personne, de préparer la personne. Et donc ça, voilà, dans le cas général, normalement, en 1 à 2 semaines, on y arrive. On a pas mal développé la situation où le traitement peut être proposé le jour de la première consultation spécialisée, c'est le traitement immédiat. Et donc, en distinguant deux situations, les situations où ce traitement doit être débuté au cours de la première consultation, c'est le cas de la primo-infection et le cas de la grossesse au-delà de 24 semaines. Et puis, il y a les situations où ce traitement peut être débuté dès la première consultation. C'est principalement lorsqu'on a une personne qui le demande et ou qu'il y a des pratiques à risque élevé de transmission sexuelle aux partenaires. Et puis, à l'opposé, il y a des situations où 14 jours, ça va être un peu court et où on peut différer le traitement. Ça va être les situations où on a besoin d'avoir un certain nombre de résultats du bilan initial pour mieux évaluer la balance bénéfice-risque pour le choix des traitements. C'est la situation des charges virales faibles, on en reparlera, du VIH2, on en reparlera aussi. Et puis, simplement, il y a des situations où la personne a besoin d'un peu plus de délai que 14 jours pour se sentir prêt à prendre les traitements antirétroviraux. Et ça peut être un besoin ressenti aussi bien par la personne que par le médecin. Alors, dans des contextes particuliers, donc toujours quand est-ce qu'on doit débuter? Primo-infection, grossesse, on vient d'en parler. En cas d'immunodépression ou d'infection opportuniste, le sujet a été traité par le groupe infection opportuniste, mais donc on a quand même précisé que lorsqu'on avait un déficit immunitaire moins de 200 CD4 et qu'il n'y avait pas d'infection opportuniste, on démarrait au plus vite le traitement antirétroviral et les prophylaxies de manière simultanée. S'il y a une infection opportuniste, les choses se sont simplifiées. La règle générale, c'est début du traitement dans les 14 jours qui suivent le traitement de l'infection opportuniste, sauf tuberculose neuroménagée, cryptococcose neuroménagée. En cas de co-infection par le VHB ou le VHC, ne pas retarder l'initiation du traitement antirétroviral. Et en cas de cancer associé, le principe général, c'est de commencer dès que possible le traitement en tenant compte des interactions médicamenteuses, mais tout ça, ça a été développé dans le groupe cancer. Alors, on a eu plus de discussions et de difficultés pour la situation qui concerne donc les individus contrôleurs naturels du VIH, quelle que soit la définition, c'est-à-dire des personnes qui spontanément ont une charge virale inférieure à 400 copies, voire inférieure à 50 copies, des CD4 normaux. Et donc, c'est vrai que dans cette situation, la plupart des recommandations internationales disent quand même qu'il faut probablement traiter. C'est quelque chose qui nous a un peu gênés parce qu'on a considéré, en s'appuyant notamment sur les données de la cohorte Codex, que eh bien, un certain nombre de patients ont vraiment une situation parfaitement stable et il n'est sans doute pas nécessaire de les traiter. Le bénéfice est vraiment incertain. Et donc,
lorsqu'on est en situation vraiment de contrôle virologique, la recommandation, c'est de dire que le traitement peut être différé. Et ce que vous voyez sur le tableau en dessous, c'est finalement donc une proposition, là encore, du groupe virologie des personnes qui gèrent la cohorte Codex pour savoir quand est-ce que, selon l'évolution des paramètres immunovirologiques, selon le contexte clinique, eh bien, est-ce qu'on va intensifier la surveillance, voire démarrer un traitement antirétroviral. Je ne vais pas prendre le temps de détailler ce tableau, mais donc tout ça est bien indiqué dans le rapport. Alors, c'est un petit peu compliqué, il faut prendre le temps de bien regarder la situation, mais l'idée, c'est d'éviter de traiter des personnes qui n'en ont pas besoin. Alors, le bilan initial proposé, quand on a travaillé dans le groupe, on est parti déjà du bilan proposé et validé par le groupe suivi. Il y a 2 points qui sont importants. Le premier, c'est que la réalisation du bilan initial et l'obtention de ces résultats ne doit pas retarder l'initiation du traitement. Et dans le tableau qui est indiqué dans les recommandations, on a différencié les éléments du bilan qui devaient absolument être prélevés au cours des premières consultations et ceux pour lesquels on peut attendre un peu. Et notamment, donc ça c'est pour la réalisation du bilan, pour les résultats, donc il est important de bien noter, et ça, vraiment tout le monde est unanime là-dessus, que l'obtention du résultat du test de résistance génotypique n'est pas indispensable pour initier le traitement et donc ne doit pas retarder la mise en route du traitement. Dans ce cas, si on n'a pas de test génotypique, on va choisir un traitement pour lequel le taux de résistance primaire du VIH est faible, inférieur à 5%. Alors, toujours dans l'idée finalement de commencer le plus vite possible le traitement, on s'est posé la question, on a essayé de déterminer quels étaient les examens pour lesquels on devait véritablement avoir les résultats avant de commencer un traitement. En fait, il y a une seule chose dont on a besoin, c'est d'avoir un diagnostic d'infection à VIH, alors soit sur les critères classiques pour les infections chroniques, soit lorsqu'on est dans un contexte de primo-infection. Bien sûr, là, on ne va pas demander les 2 prélèvements, le blood complet, etc., mais donc avec les critères diagnostiques correspondant à la situation, mais donc on a quand même besoin d'avoir un diagnostic. Le reste, finalement, c'est recommandé, ce qui est indiqué sur le tableau, mais on peut s'en passer. La charge virale, il vaut mieux l'avoir, mais si on ne l'a pas, ben on va choisir un traitement qui marche, quel que soit le niveau de charge virale. Pour les CD4, c'est pareil, c'est mieux de l'avoir, mais si on ne l'a pas, là encore, on prendra des traitements qui marchent, quels que soient les CD4. Le test de résistance génotypique, on en a parlé. Le statut vis-à-vis du VHB, ce n'est pas indispensable non plus. Simplement, si on ne l'a pas, il faut absolument inclure du tenofovir dans la combinaison thérapeutique. Le bilan biologique standard, c'est pareil, il faut l'obtenir assez rapidement, mais on peut l'obtenir quelques jours après avoir dépassé le traitement. Et pour le HLA B5701, il faut l'avoir, bien sûr, si on envisage un traitement par abacavir. Alors, quelle combinaison d'antirétroviraux chez une personne à un stade d'infection chronique asymptomatique est-ce qu'on recommande? Alors, premier point, ça c'est une petite évolution, alors ce n'est pas non plus une révolution, mais on a souhaité privilégier les combinaisons fixes à comprimés uniques quotidiens. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de choix dans ce type de combinaison. On a des différences de prix entre les combinaisons faites avec les génériques et ces combinaisons à comprimés uniques qui est moins importante qu'elle l'était à une époque. Et donc, on a souhaité privilégier ces combinaisons fixes. Et donc, du coup, dans les associations préférentielles, on en a 4, on en a retenu 4. Vous voyez que donc elles reposent soit sur des inhibiteurs de l'intégrase, soit sur un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, 2 trithérapies avec le dolutegravir, le bictegravir, une bithérapie, dolutegravir 3-TC, et une trithérapie donc avec la doravirine. Donc tout ça, c'est en comprimé unique quotidien avec les précautions d'usage indiquées à côté. Et puis, on a quand même, pour ces initiations de traitement, proposé des associations alternatives, où là, on n'est pas, sauf pour l'association TAF-FTC rilpivirine, on n'est plus en un seul comprimé par jour, mais où finalement, dans certaines situations, on peut être amené à avoir besoin de ces traitements.
notamment si par exemple on a besoin d'initier rapidement un traitement avec du dolutegravir sans pouvoir prescrire la Bacavie. Donc on retrouve les inhibiteurs de l'intégrase, la ripivirine comme inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse, et puis on n'a plus qu'un seul inhibiteur de protéase, le darunavir. Alors, quelques mots donc, en ce qui concerne l'infection à VIH2, dans les recommandations précédentes, on avait un chapitre spécifique pour le VIH2. Là, les recommandations ont été construites différemment et en fait, on a sur chaque volet les caractéristiques du VIH2 et lorsque les choses étaient communes entre VIH1 et VIH2, ça a été précisé. Alors, pour le VIH2, dans cette partie initiation, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que finalement, le VIH2, il y a un certain nombre de choses qui sont particulières et compliquées et qu'il ne faut pas hésiter à demander un avis d'expert dans les indications du traitement, dans le choix de traitement, dans les changements de traitement. Les caractéristiques du VIH2 sont bien expliquées et bien reprises dans le rapport, que ce soit dans ce chapitre ou dans le chapitre virologie. Je ne vais pas les reprendre ici. On voit qu'on a des indications un peu différentes sur les traitements. Traitement indiscutable si on a une infection symptomatique, s'il y a un déficit immunitaire, s'il y a une grossesse, si on a une réplication virale, c'est-à-dire un ARN supérieur à 40 copies, un ARN VIH2. Il y a beaucoup de personnes, presque 3/4 des personnes qui ont spontanément une charge virale indétectable. Et donc, si on a une charge virale détectable et un besoin de prévention de transmission sexuelle, il y aura une indication thérapeutique. À l'inverse, on peut différer le traitement si les personnes sont asymptomatiques, qu'elles ont une charge virale indétectable, qu'elles n'ont pas de déficit immunitaire, qu'elles ont moins de 40 ans et qu'elles n'ont pas de comorbidité. Là, il n'y a pas forcément d'indication à traiter. Le choix du traitement antirétroviral au cours du VIH2, vous voyez, le tableau ressemble au précédent. Ce qu'il y a en moins, c'est l'abithérapie qui n'est pas validée pour le VIH2 et les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse qui sont naturellement résistants. Alors, on passe à l'adaptation en succès. Alors, donc, les questions qu'on se sont posées, ce sont là encore les questions assez classiques de définition, d'indication, d'éléments à prendre en compte et de stratégie. On a bien essayé de redéfinir clairement les choses. Le contrôle virologique, c'est une charge virale inférieure à 50 copies pour le VIH1, inférieure à 40 copies pour le VIH2. Le succès virologique, c'est le contrôle virologique depuis au moins 6 mois sous traitement. Et pour le VIH2, ce n'est pas suffisant. Comme beaucoup de personnes sont spontanément indétectables, la virologie ne suffit pas. Et donc, c'est un critère composite auquel donc, on rajoute à la virologie la réponse immunologique et l'absence de progression clinique ou de décès, bien sûr. Alors, les indications de l'adaptation au succès, elles sont assez nombreuses et elles peuvent être associées. C'est améliorer et préserver la qualité de vie de la personne, corriger des effets indésirables, éviter des interactions médicamenteuses, adapter le traitement à la survenue d'une grossesse ou à un désir de grossesse, réduire le coût du traitement. Ce qu'on a recommandé, mais c'était déjà le cas précédemment, c'est que ces personnes en succès, donc qu'il y ait une réévaluation annuelle de leur traitement, puisque les choses évoluent régulièrement, idéalement au cours d'une RCP. Et donc, c'est important dans ce contexte d'adaptation en succès de présenter toutes les possibilités aux personnes et de décider avec les personnes quelle va être l'adaptation du traitement. Alors, les éléments à prendre en compte pour adapter en succès, il y a 3 grands chapitres. Il y a la co-infection VIH-VHB, je vais vous en reparler tout de suite après. La situation clinique, les antécédents, le poids, les antécédents particuliers et le détail de l'histoire thérapeutique et des caractéristiques immunovirologiques, une analyse précise de l'histoire thérapeutique, la notion d'échec virologique, les antécédents d'intolérance ou d'allergie, les antécédents de BLIPS, le nadir du compte lymphocytaire, le génotype cumulé, génotype sur ADN si le génotype cumulé n'est pas disponible, le sous-type VIH pour les injectables.
Donc tout ça, c'est des choses assez classiques. Alors, une chose qu'on a souhaité préciser avec le groupe virologie et le groupe qui a travaillé sur les hépatites, c'est ce qu'on devait faire en cas de co-infection par le VIH-VHB. Donc là, ce que je vais vous montrer, ça concerne l'adaptation en succès, mais aussi l'adaptation en échec. En fait, à chaque fois qu'on va vouloir modifier un traitement antirétroviral. Et en fait, ça, on s'est rendu compte dans les autres recommandations que les choses n'étaient pas très précises. Voilà, en gros, on parle de précautions à prendre lorsqu'il y a une infection chronique par le VHB, mais sans beaucoup de détails. Donc là, le constat initial, c'est de dire que lorsqu'on a une infection évolutive à VHB, c'est-à-dire un antigène HBS ou un ADN positif, et même une infection résolutive à VHB, c'est-à-dire présence d'un anticorps anti-HBC positif, qu'il y ait ou non un anticorps anti-HBS, eh bien, si on arrête des antirétroviraux actifs sur le VHB, tenofovir, lamivudine, tricycline, on a un risque de rebond de réactivation du VHB qui peut se compliquer d'une hépatite grave, voire mortelle. Du coup, comment est-ce qu'on fait lorsque on doit modifier les traitements? Déjà, c'est important de savoir quelle est la situation vis-à-vis du virus de l'hépatite B. Et donc, il faut avoir des marqueurs récents vis-à-vis de l'hépatite B de moins de 6 mois, sauf si on a une notion de vaccination efficace. Et donc là, à ce moment-là, les choses sont classées. Si on a une infection évolutive à VHB, la consigne générale, c'est de ne pas interrompre un traitement actif sur le VHB, que ce soit donc du tenofovir, 3-TC ou FTC. Mais voilà, donc ça, c'est la règle générale, mais sauf qu'on peut quand même avoir envie ou besoin d'interrompre ce traitement. Si le tenofovir doit être interrompu, il faut le remplacer par de l'entecavir. Et on considère dans cette situation d'infection évolutive à VHB que le 3TC ou le FTC, ça ne compte pas comme traitement unique actif contre le VHB. Deuxième cas de figure, infection résolutive à VHB, présence d'un anticorps anti-HBC positif. Dans ce cas-là, la règle de base, c'est de dire qu'il ne faut pas interrompre un traitement actif sur le VHB. Cependant, on sait qu'on a des situations où on va devoir l'interrompre. Alors, si le tenofovir doit être interrompu, là, on a plusieurs cas de figure. On a le premier cas de figure où on a un risque élevé de réactivation, c'est principalement les personnes très immunodéprimées, notamment traitement par anti-CD120, greffe de moelle osseuse. Dans ce cas-là, on arrête le tenofovir, mais on prend un relais par l'entecavir. Deuxième cas de figure, on n'a pas de risque élevé de réactivation, on n'a pas d'immunodépression ou de chimiothérapie classique d'organes solides. Dans ce cas-là, on peut considérer que 3-TC ou FTC comme seule molécule active contre le VHB est acceptable. Si, parce que pour des raisons de tolérance ou autre, ou simplement parce que la personne arrête son traitement, si l'arrêt de tous les traitements, si on a un arrêt de tous les traitements actifs contre le VHB, à ce moment-là, il faut faire une surveillance rapprochée des transaminases et de l'ADN VHB dans les mois qui suivent l'interruption du traitement. Dans la situation où il n'y a pas de contact antérieur par le VHB et pas d'immunisation, on recommande de vacciner contre le VHB. Si la personne refuse la vaccination, il faudra faire un suivi régulier des marqueurs du VHB. Donc là, ce que je vous ai présenté, ça concerne l'adaptation en succès, l'adaptation en échec. Alors, quelles sont les stratégies? Quelles stratégies est-ce qu'on a mis en avant? Le plus souvent, dans ce contexte d'adaptation en succès, on est sur de la simplification ou de l'allègement. Il y a 3 grandes stratégies qui sont les plus solides et qu'on a mis en avant. Les bithérapies orales, les bithérapies injectables, les trithérapies intermittentes. Bithérapie orale, l'indication, c'est un contrôle virologique et une absence de résistance actuelle ou antérieure aux molécules proposées. Les 2 combinaisons les plus documentées, c'est dolutegravir 3-TC, dolutegravir ripivirine. Pour dolutegravir 3-TC, on a indiqué que finalement, comme c'est un traitement qu'on pouvait utiliser en initiation, on a la possibilité de raccourcir ce délai de 6 mois lorsque le patient présentait les conditions permettant de donner ce traitement en initiation. Et puis, il y a toute une discussion que je ne vais pas prendre le temps de développer ici autour de la présence de la M184V et de la possibilité ou pas de donner ce traitement. La recommandation qui nous a été un peu dictée par les virologues, c'est de dire qu'il n'est pas recommandé d'utiliser une bithérapie de dolutegravir 3-TC lorsqu'on a cette mutation
mais que au cas par cas, après discussion en RCP, ça pouvait se faire. Donc, deuxième combinaison de dolutegravir, rilpivirine. Les bithérapies injectables, donc c'est cabotegravir, rilpivirine. On a bien reprécisé les conditions d'utilisation, bien détaillé toutes les données. On a quand même conseillé dans le texte, même si elle n'est pas obligatoire, de continuer à faire une phase orale initiale avant de passer aux bithérapies injectables. On a recommandé les trithérapies intermittentes, principalement donc en se reposant sur l'étude ANRS Quatuor. Donc on est les seules recommandations, le seul groupe de recommandations qui recommande ces trithérapies intermittentes. Il nous a semblé que les données étaient suffisantes pour le faire. Donc trithérapie, donc 4 ou 5 jours sur 7, avec des critères un petit peu plus serré pour utiliser ces traitements. D'abord, 12 mois de succès virologique au minimum. Donc, enfin, toutes ces recommandations viennent des données de Quatuor. Un nadir de lymphocyte CD4 supérieur à 250, pas d'antécédent d'échec ni mutation de résistance au traitement en cours. Et puis, lorsqu'on passe en traitement intermittent, un suivi clinico-biologique rapproché, c'est bien une trithérapie intermittente, pas de bithérapie, puisque l'étude du ETO a été arrêté prématurément et a montré qu'on ne pouvait pas utiliser les bithérapies pour cette stratégie. Pour le VIH2, on manque énormément de données. En particulier, on n'a pas de données sur la bithérapie dolutegravir 3-TC. Et puis, juste rappeler que la rilpivirine est naturellement résistante, enfin, il y a une résistance naturelle de la rilpivirine, et donc, du coup, on ne peut pas utiliser de traitement injectable. Troisième partie, l'échec. Donc là encore, les questions assez classiques, les définitions, les causes de l'échec, les conséquences, quoi faire en termes d'évaluation et quelles sont les conduites à tenir. Donc on a redéfini, reprécisé l'échec virologique avec donc deux niveaux de réplication faible, niveau de réplication élevé. L'intérêt de ça, c'est que ce n'est pas tout à fait la même conduite à tenir. Et puis, l'échec virologique initial et l'échec virologique secondaire. On a proposé une définition du blip et ça n'a pas été si facile que ça, parce que de trouver quelque chose de consensuel. Les causes de l'échec, là, il n'y a pas vraiment de nouveautés. On a des facteurs liés à l'observance, liés au VIH, liés au traitement. Je vais passer un petit peu vite pour qu'on ait du temps de discussion. La conduite à tenir, là aussi, les choses ont relativement peu évolué. Il faut déjà confirmer l'échec virologique, ensuite évaluer la situation clinique et immunologique de la personne, évaluer l'observance. L'échec virologique en 2024 est principalement dû à des problèmes d'observance beaucoup plus que de problèmes de résistance. Réaliser une évaluation pharmacologique, un suivi thérapeutique pharmacologique des antirétroviraux est recommandé en l'absence de cause évidente d'échec. Et donc, je vous rappelle ce que je vous ai dit au début, l'annexe pharmacologique avec tous les détails sur les interactions médicamenteuses, avec toutes les concentrations critiques du médicament, etc. Reconstituer l'histoire thérapeutique complète et analyser les échecs précédents, tolérance, motif d'arrêt des traitements antérieurs. En cas d'antécédent d'échec virologique sous un traitement comportant une molécule pour laquelle le VIH a une faible barrière génétique, c'est-à-dire 3-TC, FTC, les non-NUC, les inhibiteurs de l'intégrase de première génération, considérer qu'il y a une résistance même si elle n'est pas documentée et effectuer un bilan complet des résistances et réinterpréter les tests de résistance avec les algorithmes les plus récents. La conduite à tenir une fois qu'on a fait cette évaluation, alors une chose est claire, l'objectif c'est le retour au succès virologique. On n'est plus dans la situation d'il y a quelques années où finalement dans ces situations d'échec, eh bien, l'objectif c'était d'essayer d'avoir un contrôle suboptimal de la charge virale. Là, il faut considérer que dans quasiment toutes les situations, on peut arriver au retour virologique, au succès virologique, et donc ça, il faut se donner les moyens pour y arriver. La conduite à tenir dépend de la cause de l'échec, du niveau d'échec, de la présence de mutations de résistance et de l'histoire thérapeutique antérieure. Il faut prendre en compte
une co-infection par le VHB. Je ne reviens pas dessus, c'est ce qu'on a vu pour l'adaptation en succès. Les principes généraux n'ont pas changé, pas d'ajout d'un seul antirétroviral actif au schéma thérapeutique, pas d'interruption thérapeutique. Alors, lorsqu'on a un échec avec une réplication virale faible, moins de 200 copies, généralement, dans ces cas-là, c'est lié à des difficultés d'observance, à des interactions médicamenteuses. Donc, il faut refaire le point là-dessus. Habituellement, on ne change pas de traitement. Alors, on peut être amené à changer le traitement pour améliorer la tolérance ou pour éventuellement avoir des molécules vis-à-vis duquel la barrière génétique du VIH est plus élevée. Lorsqu'on a un échec virologique avéré, premier point, il faut aller assez vite. Il ne faut pas laisser les personnes répliquer à plus de 200 copies. Il faut donc faire le bilan qu'on vient de citer et proposer une intervention assez rapide. Si on n'a pas de mutation de résistance, ben on se retrouve un peu dans la même situation qu'au-dessus. On renforce l'observance, éventuellement on modifie le traitement pour améliorer la tolérance. S'il y a des mutations de résistance, l'objectif c'est de refabriquer une nouvelle combinaison avec 2 et idéalement 3 antirétroviraux actifs, dont au moins un vis-à-vis duquel la barrière génétique du VIH à la résistance est élevée. Donc ça, c'est le principe. Quels antirétroviraux choisir? Le plus souvent, on va arriver à construire une nouvelle combinaison avec les inhibiteurs de l'intégrase de deuxième génération, bictegravir ou dolutegravir, le darunavir, les inhibiteurs nucléosidiques ou des inhibiteurs non nucléosidiques comme la doravirine ou l'étravirine. Donc le plus souvent, on y arrive avec ça. Si on n'y arrive pas, là, on va pouvoir utiliser les nouvelles classes thérapeutiques dont l'usage est réservé à ces situations de multi-échecs. On considère par ailleurs que la poursuite du 3TC ou du FTC au sein de la combinaison antirétrovirale peut être proposée même en cas de M184. Donc voilà les principes généraux. Et voilà, ben, j'en ai terminé. Merci beaucoup, André. On est dans le timing, donc on va démarrer la session questions. Alors, une première question qui était sur la bithérapie dolurilpi, sur le fait de savoir si elle était éventuellement envisageable en initiation, avec la question de patients qui seraient en insuffisance rénale sévère, par exemple. Donc, c'est proposé que en allègement. Je ne sais pas si tu veux commenter. Non, bah écoute, j'ai pas de commentaire particulier. On est, de toute façon, voilà. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais comme toutes les recommandations, on est vraiment parti comme base, donc d'une part des recommandations existantes déjà, et puis des essais thérapeutiques contrôlés, randomisés. Et donc, je ne sais pas ce qu'il y a comme données sur dolutegravir rilpi en initiation, mais voilà, je pense que c'est difficile de le recommander. Il y a d'autres, enfin, dans les bithérapies, on a fait un focus sur Dolu3TC, Dolu-Rilpi. C'est là où on a le plus de données. On a évoqué, il y a d'autres bithérapies qui sont en train d'être évaluées, qui pourront peut-être être utilisées, mais en tout cas, dans le cadre de recommandations, c'est un peu difficilement aller plus loin. On avait précisé hein, dans SWORD, qui est le gros essai de switch dolurilpi, c'est 4 ans de contrôle en médiane pour les patients qui avaient été inclus dans l'essai. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'extrapoler. Il y a une question qui est enfin, dans les bithérapies et dans les allègements au sens large sur le rythme de suivi, la recommandation de faire 1, 3, 6, puis de repartir tous les 6 mois. Est-ce qu'il est nécessaire de faire ce suivi rapproché initial ou pourquoi ne pas rester sur 6 mois? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Alors, c'est vrai que dans les recommandations, c'est ce qu'on a indiqué, de faire le 1-3-6. Là encore, on n'a pas, à travers ce qu'on a pu lire et discuter, c'est plus une recommandation d'experts que quelque chose qui est basé sur des preuves. Dans les essais thérapeutiques, il y a de toute façon une surveillance voilà, qui est rapprochée dans le cadre du protocole. Donc, finalement, voilà, sur les données qu'on a, il y a ça. C'est vrai que probablement, après, voilà, c'est des choses à moduler, probablement selon le type d'allègement qui est fait. Par exemple, si on a quelqu'un qui est sous abacavir 3TC dolu,
chez qui on arrête la bacavir et chez lesquels il n'y a eu aucun problème de tolérance, aucun problème d'observance, quelqu'un qui voilà, a du mal pour des raisons professionnelles, par exemple, à revenir, c'est vrai que peut-être qu'on peut avoir on peut avoir un suivi initial un petit peu plus souple. Si on introduit des nouvelles molécules, c'est quand même par contre plus logique de vérifier ne serait-ce que la tolérance clinique et biologique du nouveau traitement. Et donc du coup de maintenir ce suivi rapproché après le changement. C'est vrai que quand on fait juste qu'enlever la bacavir, on peut probablement faire plus. Alors, on revient sur hépatite B, où il y a une question donc, sur une situation d'anti-HBC isolé avec un ADN négatif. Donc, sur le délai de surveillance, est-ce que une surveillance sur 3 mois suffit? Est-ce qu'il peut y avoir des rebonds plus tardifs? Si je comprends le sens de la question. Ouais. Je ne sais pas répondre précisément. C'est vrai que c'est un peu, il y a de la littérature sur ce. Je dois dire qu'on a sur ce sujet VHB, il y a eu beaucoup de discussions au sein du groupe, des discussions avec Pierre, des discussions avec la virologie. On a eu un peu de mal à trouver un accord, effectivement, parce que bah voilà, certains trouvaient qu'il fallait être très prudent, d'autres qu'on était beaucoup trop restrictif dans nos recommandations. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, là où on a un petit peu moins de données, c'est quand même dans cette situation d'anticorps anti-HBC isolés. Quand on a de la réplication B, les choses sont assez documentées, assez Mm. claires. Mais justement, en fait, on s'est rendu compte que dans cette situation anticorps anti-HBC isolés, bah, les recommandations jusqu'à présent n'étaient pas claires, donc on a essayé de les éclaircir. Mais il y a quand même nettement moins de données. Quand on regarde ce qui est publié, on a des populations et des situations qui sont pas très homogènes. Donc c'est vrai que c'est un peu, là encore, on est vraiment sur de l'avis d'experts et sur un peu voilà, des expériences de l'un et de l'autre. Je pense que on a quand même intérêt. C'est sûr que on peut imaginer que le rebond se passe assez vite, mais je pense qu'on a quand même intérêt la première année à surveiller d'assez près. Alors pas mensuellement la première année, évidemment, mais quand même de garder un œil sur ce qui se passe. Alors, il y avait eu des discussions avec le groupe Françoise Roudot-Toraval et le groupe VHB aussi. Les hépatologues sont plus inquiets souvent des rebonds VHB qu'on ne l'était peut-être nous. Il y a des questions sur la même question sur anti-HBC avec anti-HBS, puisqu'effectivement, on avait inclus cette situation-là aussi. Ça a été discuté longuement. Je te laisse peut-être commenter si tu veux. Oui, oui, non, non, bah voilà, non, non, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, quand on a parlé de cette situation avec l'anticorps anti-HBS, voilà, on nous a demandé si on n'était pas un peu tombé sur la tête, là, voilà, d'être aussi restrictif. Après, je crois que vraiment, là, il faut vraiment pondérer en fonction du risque. C'est-à-dire que finalement, enfin, le risque et la vigilance, c'est en cas de déficit immunitaire vraiment majeur, traitement anti-CD120, greffé, c'est là où on doit être vigilant. Très probablement, dans les autres situations, il ne va rien se passer. Et voilà, il y a eu assez récemment, enfin voilà, il y a eu quelques données rétrospectives qui ont été montrées dans les derniers congrès, mais là encore avec des données qui sont très hétérogènes. Mais voilà, je crois que là, le message dans cette situation, c'est de se dire, attention, chez les grands immunodéprimés, pour les autres, on n'a probablement pas le même niveau de risque. Je crois que ce qui est important, c'est d'être bien alerté sur ça et que effectivement, il n'y a pas, on a donné une recommandation générale qui était, bah, voilà, de ne pas arrêter, mais si on a envie d'arrêter ou si le patient arrête, eh bien, il faut avoir en tête qu'on a besoin de surveiller régulièrement et de pas, voilà, de pas mettre de côté le B et au contraire, bien garder en mémoire ce risque et régulièrement de voir où on en est. Alors, c'est des histoires de chasse, mais il y a des case reports dans la littérature de rebond avec anti-HBS, y compris anti-HBS au-dessus de 100. C'est pour ça que les hépatologues sont prudents, mais ça reste le risque est probablement très faible, effectivement. On est OK. Alors là, c'est sur les allègements et sur la présence de mutations de résistance archivées sur des génotypages cumulés. Pas que la M184, mais aussi des TAMS. Donc,
Est-ce que dans les allègements pour des trithérapies avec un troisième agent robuste comme le dolutegravir ou le bictegravir, en situation de succès, il faut en tenir compte? Alors, sur les TAMS, a priori pas, parce que de toute façon, euh, on est sur des traitements qui vont pas être directement concernés. C'est vrai que là, en fait, on voit Si, bien c'était, que pardon, c'était avec un backbone, c'est-à-dire est-ce qu'on peut euh, Alors, non, parce que c'était j'ai un pas. switch, pardon, c'était de faire est-ce que si on veut faire du Biktarvy ou du Triumec et qu'il y Ah a oui. que les deux nuques sont impactées, pardon, je n'étais pas précis dans la question. Donc, du coup, est-ce qu'on en tient compte s'il y en a une, deux ou trois? Est-ce que par rapport pour pas se retrouver en situation de monothérapie par le troisième agent? Alors, oui, je suis en train de regarder euh, la formulation exacte. C'était pour un switch, c'était pas forcément pour un allègement. Pardon. Oui, oui, d'accord, oui, tout à Mm. fait, voilà, oui, 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 oui. Précisément comme ça, je ne sais pas répondre voilà, avec certitude. Ce qui est sûr, enfin, se voit quand même, c'est que voilà, avec dolutegravir ou bictegravir, on a quand même le sentiment que ces agents-là très puissants font une bonne partie du travail et que du coup, on voit bien qu'on arrive à avoir des bithérapies robustes comme ça. Et donc, probablement, je suis en train de lire en même temps ce qu'a écrit Alain. Oui, effectivement, ça paraît logique, mais c'est pas quelque chose qu'on a regardé spécifiquement. Donc, j'ai un peu de mal à répondre là dans un cadre de recommandation. Moi, j'aurais tendance, voilà, si on avait cette discussion en RCP, j'aurais tendance à dire oui, on peut le faire. Mais voilà, mais là, c'est pas Ah la oui. casquette recommandation, c'est plus la casquette RCP, quoi. Il y a Constance Delogère qui nous fait la RCP en live et qui dit que ça lui Ah paraît bon, possible de faire ça. ouais, super. Voilà. Donc la Ouais. M184, on le savait, mais que éventuellement, effectivement, en tout cas pour les données avec le bictegravir, même s'il y a moins de données avec le dolu. Alors, il y avait aussi dans les mêmes questions de mutation archivée. Alors, au passage, sur ces questions-là, je vous renvoie au chapitre virologie qui est complémentaire et où il y a tout un tas de questions-réponses sur quand faut-il tenir compte, enfin, quel bilan avant allègement et qu'est-ce qu'on fait en cas de situation dans l'ARN, dans l'ADN, etc. Donc, je pense que c'est intéressant d'aller voir en complément. Alors, il y a une question aussi sur la possibilité d'utiliser des non-nucs de dernière génération, donc j'imagine doravirine ou éventuellement ETRA, quand il y a des archivages de mutations dans la famille qui impactent la rilpivirine. Alors, je sais pas, je pense que c'est pas que pour la question caborilpi injectable, je pense que la question est plus large d'Isabelle, là, je sais pas Donc, parce que dans la recommandation pour la rilpivirine injectable, c'est en dehors de la classe en 3N qui est validée, c'est d'exclure, c'est dans le RCP du produit, Oui, d'exclure toutes les tout à mutations de la fait. famille des non-nucs. Voilà. Après, ce qui peut être discuté, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de données. Mais là, je pense que la question était plus large sur des switches d'oravirine, par exemple, et de ce qu'il faut faire sur des mutations archivées dans la famille. Je ne sais pas si j'ai peut-être pas bien Oui, compris oui, la question. Ouais. oui, alors il me semble qu'effectivement, il commence à y avoir des données permettant de le faire. Alors, je ne sais pas si Constance, qui est connectée, euh, a un avis plus autorisé. Et peut-être sinon, tu peux reparler du caborilpi injectable sur ces précautions-là, parce que c'est comme il y a beaucoup de questions quand même sur ces switches caborilpi et sur les génos. Alors, je vois Constance qui se connecte. Alors, je ne sais pas si elle peut Ah, parler. je peux Ah, parler? voilà. Je peux Oui, parler? Ah oui. Allez, vas-y, très bien. Ah ben oui, c'est oui. encore plus simple. Bonjour, pardon. Non, je reprenais sur l'histoire du switch proposé par Alain Mackinson, là, la question. Ce qui a été bien montré, il y a deux papiers là-dessus, c'est sur enfin TAF, FTC, Bictegravir. Donc je dis pas que c'est pas possible pour le dolu, mais c'est plutôt Abaca qui me dérange. Mais TDF plus FTC plus dolutegravir, je pense qu'on peut largement switcher s'il y a des TAMS. Ça revient à peu près au même. C'est plutôt TAMS et Abacavir sur lequel il n'y a pas de données.
Sur la deuxième question, mais en fait, je ne la comprends pas. Ce que je voudrais juste vérifier, c'est que vous savez que quand on fait de la résistance sur l'ADN, on peut trouver des mutations de résistance, mais aussi des mutations apobec. Donc c'est pour ça que souvent, lors des RCP, on peut vous dire, OK, on va faire ce switch Cabo-Rilpi parce que c'est une mutation à la position de résistance, mais comme il y a des codons stop associés, c'est des mutations plutôt qui signent un virus défectif qu'un virus résistant. Alors c'est vrai que ça paraît complexe, ce que je suis en train de dire en 2 secondes, mais c'est un peu ça parfois, si on autorise le switch Cabo-Rilpi, alors qu'il y a des mutations sur les sites de la rilpivirine, c'est peut-être que nous, virologues, on l'interprète avec le génotype, qu'il y a aussi des mutations stop qui nous permettent de conclure que c'est des mutations. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est attention, il n'est pas possible de faire ce switch Cabo-Rilpi si vous avez des mutations à la rilpivirine suite à un échec au non-nuc précédent. Ça, c'est clair. Mais quand il n'y a jamais eu d'échec au non-nuc précédent, qu'il n'y a jamais eu d'échec à la rilpivirine, mais que vous avez par exemple une 138 EA, qui est potentiellement une mutation ApoBec, alors le switch peut être toléré. Mais là, encore une fois, moi, je suis pour ce que vous avez écrit. Et d'ailleurs, je vous félicite pour ces recos qui sont extrêmement clairs. Et j'aime beaucoup l'intégration du HIV2. Mais attention, reprenez la surveillance M1, M3, M6. Voilà, c'est le conseil, nous, qu'on fait dès qu'on n'est pas complètement sûr du switch. Et Constance, je rebondis sur ta remarque là sur la 138 parce que c'est une question qui se pose souvent sur les switches. Elle n'est pas toujours artefactuelle ou c'est parce que c'est la 138A spécifiquement dont tu parles? Parce que après, c'est quand même un polymorphisme qui existe, y compris chez des gens qui n'ont jamais été exposés à la ripivirine et qui peut conduire à un échec. C'est un polymorphisme. C'est plusieurs choses en fait. C'est une mutation, c'est un site de mutation à la RIPI. C'est un polymorphisme des virus CRF02 dans à peu près 7% des cas. Et c'est aussi un coton apobec. Je ne sais plus lequel au 138. Là, j'ai pas tout de suite, j'ai peur de vous dire une bêtise là tout de suite dans l'instant. Je vais vous dire la 138K, c'est une mutation apobec. Donc elle s'interprète avec un virologue, on va dire. Donc, nous, on a fait des switches, mais il y a pas de données prospectives où on a switché Caborilpi chez 50 personnes avec cette mutation-là. On n'a pas ces données-là comme ça. Mais quand à côté, il y a d'autres mutations ApoBec, comme la 184I par exemple, qu'il y a des codons stop. Nous, on les voit en faisant le génotype. On voit qu'il y a des stops, c'est-à-dire qu'il y a des G qui viennent des A et qui conduisent à des codons stop. Voilà. Donc ça nous indique que potentiellement c'est Apobec qui a favorisé cette mutation et que ça devrait plutôt être un virus défectif. Alors, c'est ce qu'on fait quand on le discute dans nos RCP, c'est ce qu'on a aussi pas mal discuté dans des meetings comme Synergie, et on voit qu'on est plusieurs groupes à autoriser le switch, surtout s'il y a une forte demande, etc. On l'a au début complètement dit non. Maintenant, on voit qu'il y a même des gens sous rilpivirine, en trithérapie sur rilpivirine, qui ont ces mutations ApoBec avec des codons stop et qui ne rebondissent pas. Ça prouve bien que ce n'est pas un virus productif. Mais encore une fois, d'abord, j'intervenais comme ça, je voulais pas vraiment prendre la parole, mais c'est un sujet délicat parce qu'on n'a pas du prospectif sur comme il faut. Donc, on interprète au cas par cas un vrai besoin de switch, quelle qu'en soit la raison, une demande, une difficulté d'observance, blablabla, tout ça. On a envie de favoriser ce switch. On dit, bah, faisons-le, surtout s'il n'y a pas les autres critères, qu'il n'y a pas le BMI, qu'il y a la bonne aiguille, etc. Et on surveille plus. Enfin, on surveille un M1, M3, quoi. Merci. Et toujours, parce que il y a la même question, enfin, c'est les questions, en tout cas, c'est quand il y a les bithérapies d'OLU3TC avec l'antécédent de M184V, là encore, hein, c'est ce que tu disais, le chapitre virologie, il est écrit aussi que justement, il y a savoir si c'est archivé avec M184I, des codons stop, mais aussi le nadir, le délai de contrôle. Encore une fois, on a été prudent dans les recommandations parce qu'il n'y a pas d'études prospectives validant sur un effectif. Il y a quelques séries de patients qui sont rassurantes, mais ce n'est pas consensuel. Donc là encore, c'est de la discussion de RCP, je pense, et de l'avis virologique sur une bithérapie d'OLU3TC avec une 184 dans l'ADN, ou enfin, dans l'historique en tout cas. Là, pour le coup, il y a des données, hein.
Enfin, il n'y a pas de données prospectives Prospective, hein. randomisées, Si, mais pas si. randomisées. Ouais, enfin, c'est un Et petit non, non. essai. C'est Mais des il y a, petits effectifs. En fait, c'est des petits effectifs. Voilà. Ça c'est a des été quand petits. même. Non, mais il y a eu quand même du prospectif et pas Oui, mal de mais rétrospectif. Mais bon, on va se dire, se retrouver en monothérapie, c'est peut-être pas le meilleur des choix non plus. On ne sait pas le long terme de ça. alors, je balaye s'il y a d'autres questions dans le chat. Il y avait une remarque, une question sur le fait de dire que est-ce qu'il y aurait une mise à jour régulière des recommandations au vu de l'évolutivité? La réponse est oui. Ça va être rediscuté avec la HAS, mais il y a bien sûr des chapitres où ça évolue très vite. Je pense aussi à la PrEP, même si on a inclus le cabotegravir injectable, mais c'était encore préliminaire. Donc oui, il y a bien sûr des chapitres où il y aura des actualisations au fil de l'eau. Il faudra qu'on travaille les modalités, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il nous reste quelques minutes encore dans le chat. S'il y a des commentaires. Il y avait une question, mais je pense qu'on va passer à peut-être sur HTLV. Là, on sort un peu du champ. Pour les co-infectés VIH HTLV, André, c'est toi l'expert Oui, aux expert, c'est un Antilles agro. Alors, d'HTLV. c'est vrai, non, non, mais c'est vrai que voilà, avec HTLV, en fait, quand on a enfin, lorsqu'on a une co-infection avec le HTLV, on a souvent en fait une hyperlymphocytose CD4, et par contre avec un pourcentage qui est plus bas, et on a tendance à faire le suivi sur le pourcentage. Mais donc la question posée, savoir s'il y a des tests à l'étude pour évaluer les succès immunovirologiques chez les co-infectés VIH HTLV1. Je n'en sais rien. C'est vrai que euh, enfin, disons qu'avant qu'on ait les trithérapies hautement efficaces, c'est vrai que c'était souvent voilà, compliqué d'arriver à suivre avec donc, les CD4 qui étaient faussement rassurants. Maintenant, pour la plupart des patients co-infectés, la partie VIH se comporte finalement de la même manière que les patients mono-infectés. Donc, il y a toujours ce questionnement sur les CD4. Mais enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas informé d'études spécifiques là-dessus. Mais voilà, il est possible qu'il y en ait, mais c'est vrai que ça reste toujours cette co-infection, voilà, une interrogation, et on est en train de mettre en place au niveau anti-Guyane une cohorte de suivi de personnes asymptomatiques, dont des co-infectés, pour essayer de répondre à ces questions. Ok. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. On a encore 2-3 minutes. Si on a épuisé, en tout cas dans le chat, je ne vois pas d'autres. Si ça... Bon, a priori, je pense que... je ne sais pas si André, tu avais un dernier commentaire à faire ou quelque chose que tu voulais préciser. Sinon, on va clôturer. Non, non, pas de commentaire particulier. Je pense qu'effectivement, il va falloir, comme toujours, ces recommandations, au moment où elles sont publiées. Alors bon, on a, juste avant la publication, on a quand même vérifié, il n'y avait pas trop de choses obsolètes, mais effectivement, là, le problème, c'est l'actualisation, et il faudrait qu'on essaye de trouver un dispositif permettant d'être assez rapide. Et donc, c'est un peu compliqué avec les processus de validation de la HAS d'être réactif. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on essaye voilà, de trouver un moyen de pouvoir effectivement suivre l'actualité et pouvoir adapter. C'est vrai que là, on avait eu, ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu d'actualisation des recommandations. Et là, on a très envie du coup, voilà, qu'elles restent à jour et qu'on puisse les actualiser au fil de l'eau. Alors, le processus HAS a été un peu long et lourd, mais en même temps, pour l'actualisation, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et a priori, il n'y a pas les mêmes étapes quand c'est des actualisations ponctuelles. On a vu aussi qu'il y avait dans les réponses rapides au moment du Covid, ça peut être Oui. réactif aussi. Donc, on verra à l'usage. Mais effectivement, voilà, le processus initial n'est pas le même que celui d'actualisation. OK, merci beaucoup à tous. Je vous propose, je ne vois pas d'autres questions, qu'on clôture ce webinaire. Merci encore André pour la préparation de ces chapitres. Merci à la NRS et au CNS pour l'organisation.
Et puis, donc, juste pour information, à la SFLS la semaine prochaine, il est prévu vendredi une session pour ceux qui seront une session de présentation des différentes recommandations. Voilà. Bonne journée à tous. Merci à tous, au revoir.